Et voilà, mesdames, messieurs, merci pour votre fidélité pour le compte de ces magazines Questions électorales. C'est votre magazine qui vous parle comme ça des élections. Vous savez que voter, c'est un droit civique. Les Congolais ont déjà pris cette habitude d'aller élire leurs dirigeants. Alors, nous sommes là pour voir s'il y a quand même des choses ou bien des histoires qui peuvent empêcher cette élection. Et vous le savez, tout comme moi, que le train de la CENI est déjà en marche. La CENI n'est jure que sur l'organisation des élections en décembre 2023. Il y a pas mal de sujets que nous allons exploiter aujourd'hui. On va parler de cette loi Tchani, une loi un peu discriminatoire qui vise certaines autorités ou personnalités. Est-ce vrai ou pas? On va essayer d'analyser avec mon invité. On va aussi parler de cette sorte officielle de l'Union sacrée. L'Union sacrée, ça y est, c'est devenu maintenant une plateforme électorale. Est-ce qu'il y a un avenir? Pourquoi cette transhumance? On va essayer d'analyser avec notre invité et on va aussi bien sûr parler du processus électoral avec cet appel à la candidature de l'audit externe qu'a lancé la Commission électorale nationale indépendante. Alors, je ne suis pas seule, madame, messieurs. Sur ces plateaux, je suis accompagnée de monsieur Teddy Itao Kavon. J'ai bien cité les noms, président. Bonjour. Vous avez juste, bonjour, vous avez juste écorché un peu à la fin, c'est Kavoun. Kavoun. Voilà. Itao Kavoun Teddy. C'est pas un nom vraiment congolais. Vous n'êtes pas congolais de père et de mère. Hein? Je suis congolais de père, de mère, de grand-père, d'arrière-grand-père. Vérifié, vérifiable. Ben, qu'est-ce qu'il éprouve? Allez vérifier, je suis congolais. C'est avec fierté que je le dis, sinon je ne serais pas sur le plateau pour, surtout en ce moment où il y a cette loi qui fait, cette loi Tchani, oui. voilà, qui défraie la chronique, je ne serais pas là. Ok. Madame, Monsieur, le président Teddy Itao Kavoun, il est le président du mouvement ECOPAT, qui veut dire éveil des consciences patriotiques. Exactement. C'est ça. Ça existe depuis quand, cet éveil des consciences patriotiques? Bon, comme je l'ai dit souvent, officieux. Après, je ne sais pas s'il faudrait commencer par le temps officieux ou encore le moment où... Ça dépend quand vous avez eu cette vision. C'est là où ça a commencé avant d'officialiser, oui. Depuis 2012. 2012. C'est une grande lutte que vous avez menée. C'est un mouvement citoyen. C'est un mouvement d'éveil. Après, c'est un mouvement patriotique, c'est un mouvement nationaliste. Après, je ne sais pas si chacun souhaiterait mettre ça comme mouvement citoyen, mouvement patriotique, mouvement politique ou quoi que ce soit. Donc, chacun est libre au dépend de ce que j'avance comme idée et libre à qui que ce soit de me caser dans la case où serait intéressant pour lui, si et seulement si ça cadre dans l'intérêt de notre nation. Et ce qui est vrai, les mouvements citoyens sont au centre. C'est ce que j'ai toujours dit. On a vu comment évoluer les Louchas, les Échas. On a vu comment ils ont essayé de combattre le régime passé parce qu'ils voulaient que l'ancien président organise des élections. On a vu même la mort de certains activistes des droits de l'homme. Mais moi, je me dis, il y a quand même des mouvements qui se respectent. Vous, du nombre, je ne vous ai pas vu, hein, ECOPAT. Et pourtant, je ne dirais pas que les autres ne se respectent pas parce que je ne suis pas là pour donner de points à qui que ce soit. Vous avez une autre vision, une autre façon de voir les choses. J'apprécie parce que vous voyez qu'il y a une certaine différence. Et comme je l'ai toujours dit, libre à chaque Congolais de pouvoir donner de sa voix. Maintenant, ceux-là qui nous suivent pourront éventuellement juger de quel angle nous sommes et comment est-ce que nous orientons la chose. Ça dépend de la pédagogie, de la psychologie dont nous menons notre mission. Et comme vous le dites si bien, un mouvement de veille, un mouvement citoyen doit être neutre, ne doit pas avoir un penchant politique parce que nous sommes en train de travailler sur le civisme, c'est-à-dire le civisme, c'est des valeurs qui tiennent plutôt la République. Et si un mouvement citoyen se donne un penchant politique, c'est-à-dire que quand il verra son autorité morale ou quoi que ce soit qui ne va pas dans le sens de ce que le civisme souhaite, il ne sera pas à même de pouvoir dire qu'il y a des choses qui ne vont pas. Or, nous, on se veut neutre, on n'a pas de parti pris. L'intérêt que nous avons, c'est la conscientisation de notre peuple au vu de tout ce qui se passe dans la société, parce que nous ne parlons que de faits des sociétés. Nous ne ramassons pas, nous n'inventons pas. C'est des choses que nous vivons tous les jours. Ok. Alors, ECOPAT travaille sur l'éveil de conscience
patriotique. Donc, vous voulez amener les Congolais à la conscience patriotique, à l'amour de leur patrie. Alors, on a suivi ensemble comment est-ce que l'Union Sacrée a fait sa sortie officielle. On a vu comment l'Union Sacrée est devenue une plateforme électorale, pour ne pas dire politique, qui a pour objectif de donner un second mandat au chef de l'État et puis de promouvoir les actions du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous êtes président d'un mouvement citoyen. Mon problème, c'est cette transhumance politique qui s'est faite actuellement. Il y a des gens qu'on a reconnus jadis dans le FCC, de l'autre côté, et aujourd'hui sont dans l'Union Sacrée. Vous pensez qu'il y a un avenir politique? Je crois que vous avez épinglé l'essentiel de ce qui compose ce mouvement d'Union Sacrée, que je me dois de respecter chacun dans sa liberté de choix. Parce que l'éveil de conscience, le civisme veut aussi que l'on respecte l'autre. C'est même ça la beauté de la démocratie. Je me dois de respecter, mais sauf que si je me fais la lecture de ce que nous vivons, si je me plonge dans la lecture politique de notre pays, je me dis que malheureusement, le Congo nage toujours dans les mêmes erreurs du passé. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas de différence entre Union Sacrée et le FCC d'hier. Toujours pour accompagner le chef de l'État. C'est bien d'accompagner le chef de l'État, mais il ne faudrait pas accompagner les chefs de l'État juste parce qu'on a besoin de garantir nos poches, juste parce qu'on a peur d'être au chômage, juste parce qu'on veut faire les vivas et tout. Je trouve que pour moi, ce serait répéter les erreurs du passé. Et encore que vous évoquiez la transhumance politique, mais excusez-moi, la classe politique congolaise n'a pas de gêne. Sérieusement, on n'a pas de jeunes. Et je me dis que si les gens font de la politique ou les gens sont des commerçants politiques. C'est une question que vous posez là. Je me pose cette question et voilà pourquoi je base mon combat sur cela, sur le civisme. Parce que très bien, soit, quand on est politique, la politique veut que nous plongeons dans ce qui est le quotidien du peuple, le social du peuple, le bien-être du peuple. Mais quand nos politiques malheureusement, ne s'adonnent pas corps et âme pour changer le quotidien du peuple et qu'on voit nos politiques avec des grosses bagnoles, vivre décemment leur vie pendant que la population souffre. Et pas seulement à l'arrière-pays, on aurait pu dire l'arrière-pays est bien loin. J'ai été faire parce que il ne suffit pas seulement de parler pour le fait de parler, je suis souvent sur le terrain. Avant-hier, j'ai fait le tour pour aller voir, j'en félicite d'ailleurs par rapport à la route Elengessa, mais je suis allé plus loin. Moi, je pensais que la route, mais je me suis, à un moment donné, j'ai même eu pitié de ma voiture. C'est une visite d'inspection, là. Oui, parce que je regardais un peu, j'y vais voir le coin-recoin où vit la population, si ça va en symbiose avec ce que disent nos politiques, avec ce que font les politiciens de l'Union Sacrée, avec de l'argent qui est sorti, pendant que ceux de Selembao, parce que j'ai été, et la route, à un moment donné, je pensais même que j'étais arrivé au village, mais on est à Kinshasa. Mais il y a de l'argent qui est sorti pour rien, juste pour essayer de garder sa place, essayer juste d'être dans le... Et c'est positionné. Oui, c'est malheureusement que pour des positionnements personnels et non pour l'intérêt du peuple. Donc, vous avez vécu aussi à l'étranger. Pourquoi pas en RDC emboîter cette politique de gauche, de droite, tel est des gauches, tel est opposant et garde son statut d'opposant. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça peut arriver parce que vous êtes dans l'éveil des consciences? Ça peut aussi arriver si on est RDC, qu'on reconnaisse au moins tel est opposant depuis qu'on a connu opposant. Est-ce que ces gens sont venus vraiment apporter leur appui au président Félix? Mais vous savez, la classe politique, il faut le dire. Parce qu'il faut essayer d'aller au plus profond du mal. La classe politique congolaise, malheureusement, comme je dis, ne fait pas de la politique. C'est un peu, comme je disais, des commerçants politiques. Des djalélos. Et quand on fait de la politique, c'est par idéologie. C'est-à-dire qu'on doit avoir une vision réelle. Voilà pourquoi, ECOPA, j'aurais pu me ranger dans un parti politique, mais je vois que le chose ne se passe pas comme... Vous avez refusé. Mais déjà, pour le moment, je me refuse. Mais je ne dis pas que demain, je ne pourrai pas changer d'avis. Je suis libre en tant que citoyen de muer aujourd'hui en mouvement et demain en ayant un mouvement politique. Rien ne me dérange. Mais je me dis,
avant de muer en parti politique, il faudrait d'abord que la vision que j'ai s'implémente dans la tête de Congolais. Et comme ça, quand les Congolais me verront en parti politique, ils se diront que si jamais il advenait que j'occupe de postes de responsabilité, parce que je ne me le refuse pas, au moins on me reprendra par rapport à ce que j'ai dit, par rapport à ce que j'ai imposé comme vision, par rapport à ce que j'ai imposé comme ligne de conduite. Et si jamais ma ligne de conduite n'allait pas dans le sens de ce que j'avançais à chaque fois, et la population, et comme on le sait d'ailleurs, aujourd'hui avec la technologie et les images restent, on me rappellera toujours on va garder les images, ce dont je disais, ce que je n'ai pas fait, ce que je puis faire demain. Et c'est là où moi je m'appuie. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui tient tellement à la parole, et connaissant la force de la parole, je me dis, je ne veux pas m'aventurer, et surtout dans un pays immensement riche, où la population souffre, et que moi, je viens juste pour chercher à tirer de l'argent, voler ce peuple, appauvrir encore davantage ce peuple. Je me dis non, il faudrait que je travaille la conscience, le civisme, pour comprendre que dans une société, il y a des droits, il y a des devoirs. Et ceux qui sont maîtres de pouvoir conduire cette façon de faire, le civisme, c'est la population. Parce que c'est la population qui donne cutus aux autorités qui nous représentent aujourd'hui. Les autorités ne sont que serviteurs du peuple. C'est-à-dire qu'un serviteur ne peut pas aujourd'hui se prévaloir être le chef de son maître, parce que la population est le maître. Donc du coup, moi, mon travail, c'est à ce niveau-là. Ok, très bien. Aujourd'hui, l'Union Sacrée se prépare déjà pour les élections. Ça y est, ça se voit. Vous êtes activiste, vous êtes dans un mouvement citoyen. Pensez-vous qu'il y aura élection en 2023 ? En d'autres termes, est-ce que les conditions sont réunies pour organiser les élections en 2023 ? Vous savez, les conditions, qu'elles soient réunies ou pas, forcément, ce n'est pas à moi de le dire. Mais je me tiens quand même à ce que l'autorité nous fait montre, et nous fait croire, et nous fait dire. Quand on suit le premier des citoyens, il le dit sans relâche que les élections se feront en 2023. Quand on regarde du côté de l'institution CENI, ils insistent bec et ongle que les élections se feront en 2023. Encore le 14 mars dernier, si ma mémoire ne me trompe pas, M. Didi Madara, vice-président de la CENI, avait encore confirmé que nous aurons élection. Et d'ailleurs, il avait dit que nous sommes à 70% d'enrôlés, donc près de 34 445 000 si ma mémoire ne me trompe pas. Donc c'est-à-dire que c'est cette avancée. Et pourquoi est-ce que si nous sommes déjà avancés dans ce sens-là, nous allons reculer et dire qu'il ne faudrait pas qu'il y ait élection pendant que les autorités eux-mêmes voient les signaux au vert? Ok. Ouais, parce que déjà, il y a au moins sur les 26 provinces, 4 provinces, il y a des territoires où les gens ne sont pas fait enrôler. Alors, vous pensez qu'on va continuer dans cette même allure que 2018, parce qu'il y a des territoires qui n'avaient pas voté ni les présidents, ni les députés nationaux ou provinciaux. Alors, vous pensez que ce sera possible que la RDC organise des élections sans l'Est? Mais bis repetita, et pourquoi? Mais parce que, qu'est-ce qu'on appelle la jurisprudence? On l'a déjà vécu. Est-ce que cela, pour autant, veut dire que le président Félix n'est pas président du Congo? Il est président du Congo. Et si nous devons continuer dans cet élan que nous nous sommes engagés dans ce pays pendant un certain temps, il faudrait y aller. Et d'ailleurs, pour garder la légitimité d'agir, parce que les élections permettent à ce qu'il y ait une légitimité d'agir. On ne peut pas, dit-on, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Hier, nous avions dénoncé qu'il a fallu qu'il y ait élection, même si Beni, Yumbi, dans le Kivu, n'ont pas été en possibilité d'enrôler. L'opposition d'autrefois, c'était... c'était chaud, là. Oui, on ne veut pas de glissement. Pas de glissement. Même pas un jour, si une heure. Si de l'Est ou pas, on veut... Nous devons aller aux élections. Et d'ailleurs, je pense que le président de la République est conscient de ces épisodes. Et voilà pourquoi il se dit qu'il est prêt à aller aux élections. Et moi, en tant que citoyen, je ne peux qu'emboîter le pas dans ce sens-là. Vous savez, Président, c'est que moi, j'aurais doute, c'est que cette population, par exemple, des Yumbi, cette population de Bénin,
bon, l'élection présidentielle, ça peut passer, hein, il est président, tout ça, mais les députés provinciaux, bon, est-ce qu'ils vont se reconnaître ou appartenir à la RDC? Ils vont se dire non, on ne connaît pas ces députés, on ne l'a pas voté. L'histoire, encore une fois de plus, se répète. Ça doit se répéter. La présidente de la République... C'est une discrimination. Non. Il y a des choses que la loi prévoit encore. Il y a des manières de faire qui pourraient éventuellement rattraper cela. On sait que pour le président de la République, on ne peut qu'aller voter une seule fois. Là, la question n'y est pas. Oui. Mais pourtant, quand vous allez voter, il y a cette partie de la République qui ne participera pas. Mais du moins, on accepte pour le président de la République. Et pour leurs représentants, c'est ça, oui. J'en viens. Oui. Pour les élections législatives. Mais pareil, si aujourd'hui, nous savons la situation de l'Est du pays et que nos concitoyens ne peuvent pas s'enrôler ou voter, mais n'empêche qu'après les élections, qu'on refasse les élections législatives pour cette partie, parce que là, c'est la représentation nationale. C'est ça, oui. Là, il n'y a pas de mal qu'à tout moment qu'on puisse réélire ou refaire les élections législatives dans ce coin du pays. Sinon, ce sera des nominations. On nous envoie un député qu'on ne connaît pas. Il ne connaît pas nos problèmes. Il est venu nous représenter en quoi? C'est ça, c'est le problème. Mais malheureusement, il faut dire que le Congo a toujours nagé un peu dans ce sens. On ne voit que des nominations sur nominations dans les endroits où on devrait normalement élire les représentants, mais nous avons toujours été en nomination. Je ne vois pas, mais ça n'a pas empêché que le pays n'avance pas ou ne vive pas. Puisque vous parlez de nomination, je vais ouvrir une brèche. À chaque fois qu'il y a élection en RDC, on crie à la tricherie. On dit que ces gens n'étaient pas élus, il y a une nomination. Quand est-ce qu'en RDC, on pourra parler des élections crédibles? Vous savez, les élections, même dans des vieilles démocraties, oui. On l'a vu aux États-Unis. Vous êtes sans ignorer de ce qui s'était passé, mais heureusement que ce n'est pas comme chez nous ici. Et maintenant, comment faire pour permettre à ce que les élections ne soient pas autant de fois rejetées, qu'il y ait à chaque fois de crises post-électorales et tout? Il faudrait d'abord que les fichiers électoraux soient autant clairs pour tout le monde. Okay. Il faudrait que les organisations, par exemple, qui sont là pour essayer d'accompagner les périodes électorales puissent être vraiment des représentants qui n'ont pas forcément de penchant politique, qui soient vraiment des gens à même de pouvoir nous accompagner et que nos autorités aussi jouent les jeux. Ça, c'est de 2. De 3, il faudrait qu'au niveau de la CENI, que toute représentation soit là pour éviter qu'il y ait encore de crise, autant pour la majorité que pour l'opposition, aussi bien pour la société civile. Il faudrait vraiment qu'il y ait assainissement de toute participation pour éviter que demain nous ayons encore de crise post-électorale. À vrai dire, il faut que toutes les parties soient représentées, notamment qu'il y ait des observateurs nationaux comme internationaux, des journalistes. Mais est-ce que ces gens-là font bien leur travail? Parce que il reste à savoir si on essaie un peu d'analyser les élections passées. Apparemment, il n'y avait pas assez de fiches pour que les témoins, les témoins signent pour qu'ils aient au moins un témoignage de leur candidat. Alors, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut qu'il y ait publication, bureau de vote par bureau de vote. Il faut qu'il y ait une soirée électorale où tout le monde sera au courant, au parfum de ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que vous êtes une personne qui a beaucoup vécu à l'étranger. Vous voyez comment les élections se font sous d'autres cieux. Oui, j'allais en venir. Je savais que vous alliez continuer dans cet élan. Faire un parallélisme. Exactement. Oui. Mais vous savez, déjà, les observateurs, ils doivent être là. Et autre chose, au niveau de la CENI, si l'on pouvait permettre à ce que la CENI mette à disposition les fichiers pour que tout le monde puisse avoir accès, ça permettra une certaine clarification des choses. Et au-delà de ça, il faudrait, comme vous le disiez tout à l'heure, qu'il y ait bureau par bureau, que l'on arrive à comprendre et à savoir combien on votait pour ou contre. Mais là, comme je disais, il faudrait que les observateurs soient là pour essayer de regarder et faire avancer. Et pendant le dépouillement, il ne faudrait pas écarter certains observateurs. Il ne faudrait pas que l'on voit, comme on voit d'habitude, la police ou l'armée
fuir avec des urnes ou quoi que ce soit. Oui. Donc, il faudrait qu'il y ait vraiment cet assainissement, cette clairvoyance-là. Cette clarté dans la manière de faire de la CENI. Comme ça, au moins, ça évitera qu'on ait, comme je disais, des crises post-électorales. Et malheureusement, la CENI étant indépendante, ce qui crée cette frustration, c'est que généralement, je parle de ce qui s'était passé précédemment, c'est qu'on a souvent des représentations de la CENI qui ont généralement des tendances politiques. Déjà, oui. Or, on dit Commission électorale nationale indépendante. Oui. Normalement, il devait pas influencer, là. Normalement, il devait être de mon côté, être écopathe pour que nous ayons cette neutralité. Bon, là, il faut aller. Peut-être ça vous serez peut-être le président de la CENI en 2028. Hein. Laissons à Dieu de faire son temps. Nous parlons de 2023 déjà, que c'est pas autant facile, mais il faudrait vraiment qu'il y ait cette neutralité plutôt, et que nous arrivions à aller au-delà de nos égos. Alors, quand je vous vois, je regarde un peu la population. Comment la population congolaise peut faire un vote utile? Parce que c'est ça aussi les problèmes. Aujourd'hui, on voit les candidats députés nationaux ou bien présidents se présenter devant, ou bien provinciaux, devant la population, tel amène de bassin, tel amène de riz, de maïs, juste pour corrompre peut-être la population à voter, à le voter. Mais comment vous êtes dans l'éveil de conscience patriotique? Est-ce que vous avez déjà fait un travail dans ce sens-là pour conscientiser au moins la population à faire un vote utile? Vous savez, la force de la télé et des images, c'est que l'on ne peut pas mentir sur le temps. Donc, je ne dis pas pour le plaisir de dire, ce n'est pas en vain que je me lance dans ce combat. Revoyez mes images de 2012, depuis 2012, que ce soit à l'extérieur du pays, que ce soit ici sur place au pays, 2015-2016, je fais des chaînes de télé de la place où j'évoquais ce problème. Hier encore, j'étais avec des jeunes où je parlais, je dis déjà, le grand mensonge du siècle, un député national n'a pas pour vocation de changer le quotidien de la vie d'un quartier ou quoi que ce soit. Un député national n'est pas fait pour aller faire des ponts, comme je vois ici des petits ponts qui ne représentent rien, qui à un moment donné s'écroulent. Un député national n'est pas là pour donner des t-shirts ou encore amener des sacs de riz. Ce n'est pas le travail d'un député national. Même quand on est en campagne, franchement, on est au XXIe siècle, tâchons de faire des choses comme les gens qui sont dans un monde qui évolue et évitons d'entancher à chaque fois l'image de notre pays. Je l'ai toujours dit, les images sont là. Et moi, d'ailleurs, vous verrez, quand je me présente dans des émissions, je ne viens pas en t-shirt. Oui, je peux, ça cadre dans la publicité. Mais je ne viens pas, quand je parle avec mes jeunes ou avec la population, même des personnes adultes, je ne dis jamais que je vous ramène des t-shirts. Parce que le t-shirt qu'un député donne ne coûte que 1000 francs, 2000 francs, 3000 francs. Vous faites votre imprimerie derrière à mettre vos logos, votez tel, votez tel. Ce peuple-là, quand il va laver cela, lessiver quelque temps, tout se perd. Mais entre-temps... Moi, j'ai vu même des gens qui ont porté 2 polos. Il va dans telle manifestation et puis l'autre, il change de polo. Donc, il n'a pas de position. Parce qu'il n'y a pas d'idéologie. Au-delà de position, parce qu'il n'y a pas d'idéologie. Nous voulons en soi une idéologie. Il n'y a pas de conviction quand ceux-là vont vers des candidats. Et quand les mêmes candidats qui venaient vers la population pour donner des t-shirts, votez moi, je suis le candidat qui changerait les quotidiens, qui amènerait de l'argent dans le quartier, qui donnerait du travail. Je ne savais pas qu'un député avait la possibilité de donner du travail ou de créer de l'emploi. Non. Le député a pour mission de proposer des lois à l'Assemblée nationale, des lois qui vont dans l'intérêt du peuple. C'est comme ça qu'un député peut aider sa population. Et moi, je vois, parce qu'on a autant voyagé, dans d'autres cieux, les députés font même de nuits blanches, 2-3 jours, pour essayer de débattre sur le quotidien. Ah bon? Avec la population? Non, au Parlement, parce qu'ils sont des représentants du peuple. C'est-à-dire que les choses qui se passent dans la cité, ils doivent ramener ça au Parlement pour débattre sur l'équilibre social du peuple. Mais malheureusement... Ici, non. Non, j'entends, et j'en suis désolé, j'entends, je suis FCC,
je suis une union sacrée, je suis majorité, je suis opposition, votez, venez, transhumance. Il y a même des gens qui hier, j'entendais aduler l'ancien président de la République. Aujourd'hui, les mêmes personnes qui insultaient l'UDPS avant qu'elle ne soit au pouvoir, mais sont les mêmes personnes qui viennent encore faire des yeux doux à celui qui est au pouvoir. Et demain, s'il y a une autre personne qui viendrait, vous verrez que les mêmes personnes changeraient encore. À un moment donné, on doit dire stop. Stop. Et c'est la responsabilité de la population, c'est la responsabilité du chef de l'État, parce que c'est lui le premier des citoyens, c'est lui qui est le père de la nation, c'est lui qui doit orienter les choses. Et à un moment donné, ce n'est pas parce que je vais gonfler le chiffre, juste parce qu'il y a des gens qui hier étaient avec l'autre et qui viennent aujourd'hui m'accompagner. Non, à un moment donné, il faut dire stop. Vous avez été du mauvais côté de l'histoire. Et d'ailleurs, ils sont du bon côté. D'ailleurs, j'ai entendu plutôt dire que Union Sacrée, le samedi dernier, ce serait le bon côté de l'histoire. Je suis désolé. On ne peut pas faire le bon côté de l'histoire en ramenant les mêmes personnes qui ont tué le pays. Et hier, le président de la République nous disait que si je pars du FCC, parce que le FCC bloquait mes actions, parce que le président a une vision, le président veut une orientation, mais le même personne qui hier, vous disiez vous bloquez, aujourd'hui, vous êtes content d'être avec les mêmes personnes. Mais qu'est-ce qu'ils vont rapporter? Et encore, si vous allez fouiller derrière, les mêmes personnes ont été au temps de Mobutu, les mêmes personnes ont traversé Kabila le père, les mêmes personnes ont traversé Kabila le fils, les mêmes personnes ont traversé Tshisekedi aujourd'hui, les mêmes vont traverser demain celle ou celui qui sera encore en place. Il faut dire stop. C'est là où il faudrait, à un moment donné, avoir le cran de dire une dignité, une personnalité, ça ne s'achète pas, ça ne se monnaie pas. Soit je suis de gauche, soit je suis de droite. Et ce n'est pas parce que je parle aujourd'hui d'éveil que par le passé ou encore qu'il n'y a pas eu de gens qui m'ont demandé de venir donner main forte à telle position. Mais j'ai dit non, tant que vous gardez votre position. Je garde ma position. Pourquoi? Parce que aussi longtemps que la politique sociale de mon peuple ne sera pas au niveau que j'espère, même si on ne peut pas être d'emblée au niveau de l'Occident ou quoi que ce soit, mais il y a possibilité de le faire. J'ai fait un tour une fois au Brésil. J'ai vu le Brésil commencer. Encore le Brésil, nous avons quasiment le même climat et tout. J'ai vu des favelas et tout. Je suis reparti pour la deuxième fois. J'y étais en 2014. Oui, en 2014. Je repars au Brésil en 2015. Mais je vois un changement. C'est-à-dire que et quand il y a une construction, c'est vraiment une construction. Tout ce qui était favelas a été détruit et on remplace des constructions aux normes et on crée l'emploi parce que les jeunes qui étaient des délinquants ou qui se laissaient aller dans des drogues et tout, c'est à ces jeunes-là qu'on a donné de l'emploi. Et aujourd'hui, ça me tente de continuer pour dire qu'aujourd'hui, quand nous voyons le phénomène Kuluna, mais bon sang, c'est pas sorcier pour finir avec ce c'est pas aujourd'hui. Non, ça peut se faire aujourd'hui. Okay. Madame, ventre enfamé n'a point d'oreille. Les parents n'ont plus de responsabilité face aux enfants. Les enfants ont été malheureusement délaissés. Ne serait-ce que pour trouver ce pain du matin, c'est tout un combat. On voit combien sont de parents qui parlent par eux-mêmes sur la route. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qui rentre à la maison ne sait pas quoi nourrir ses enfants. L'État ne s'occupe pas de ses enfants. En Europe, par exemple, et nous en avons le moins parce que nous sommes le pays le plus riche du monde, il faut le dire. Après, moi, je ne m'attelle pas souvent sur la richesse minérale parce qu'on a tendance à parler de ça, mais nous sommes aussi un pays qui a une puissante richesse en ressources humaines. La force d'une richesse, c'est l'humain. Mais qu'est-ce que nous faisons de l'humain? Comment nous utilisons de l'humain? Or, nous avons la main-d'œuvre. On a vu de contrats de construction ici où on fait venir des Chinois. Mais pourquoi ne pas prendre la jeunesse congolaise, donner de l'emploi? Ça éviterait ce phénomène de Kuluna. C'est par manque de moyens, c'est par manque à faire que ces jeunes, malheureusement, commencent à raqueter. Parce que, vous voyez, dans la société, quand on voit un déséquilibre social, on se dit, mais comment telle personne peut avoir
la facilité d'avoir une grosse bagnole, où les enfants peuvent aller en Europe, où ils sont dans des écoles assez bien et tout. Et moi, je suis citoyen et enfant de ce pays, mais je trime pour avoir cela. Mais ça crée une frustration comme pas possible. Et la psychologie de l'enfant, on ne joue pas avec la psychologie de l'enfant. Voilà pourquoi les Européens ne blaguent pas avec l'enfant. Que tu sois parent de cet enfant et que tu ne t'en occupes pas, on te ravit l'enfant. Parce que l'enfant, c'est l'avenir de demain. C'est ça. La jeunesse, c'est l'avenir de demain, pour ne pas dire l'avenir de la nation. Alors, Président, je serai obligée de chuter. Vous parlez tellement bien, vous avez tellement des initiatives. On va prendre rendez-vous prochainement. Mais j'aimerais bien que vous puissiez donner une conclusion. Vous avez évoqué beaucoup de points par rapport au Kuluna, par rapport à la conscience de Congolais sur le vote utile. Moi, j'ai vu une fois une personne qui m'a dit, j'étais en train de débattre avec campagne, j'ai exposé mon projet de société et la population qui disait, papa, l'Obambangu, tu vois, et les gens pensent que non, j'ai pas besoin de ces cahiers de charges, non, j'ai besoin que tu me donnes, je suis venu pour ça. Donc c'est ça. Maintenant, vous allez donner une conclusion parce que vous êtes président d'un mouvement citoyen qui éveille la conscience patriotique. Ça sera un modèle à suivre, ça sera un conseil à prendre au sérieux. Donc là, je me sens fier du fait que vous voyez souvent être accompagné de jeunes gens. Ça fait 8 ans qu'ils m'accompagnent dans ce combat d'éveil. Ils peuvent en témoigner. Même, bon, là, je suis là parce que il faut que je parle de ma vision, mais à un moment donné, je laisserai les autres aussi parler et tout. Mais ça fait 8 ans. On a fait des choses. On a rassemblé des jeunes. Et je le dis avec conscience, et ces jeunes-là me suivent. Je n'ai donné même pas un centime. Je leur ai dit, je ne viens pas pour... Si c'est pour monnayer, je peux le faire comme tout le monde. Mais je leur ai dit, si je peux avoir 10 personnes avec moi, c'est idéal pour moi. Les 10 autres personnes, après, parleront aux autres. Et la chaîne va continuer. Mais si on continue toujours à remettre 1 euro, 2 euros, on n'aide pas la population. Mais Dieu merci pour moi, quand je suis fier de lire mes messages et qu'il y a des gens de l'Est, à Lubumbashi, il y a des jeunes qui m'appellent pour faire la représentation des COPAD de l'autre côté. Mais j'en suis fier. C'est depuis 2015 que l'on me demande. Mais comme il y avait cet engouement de mouvement citoyen, je n'ai pas voulu faire une représentation sans pour autant que je sache qui va me représenter, qui va dire quoi à mon nom. Et voilà. Mais sinon, j'encourage et je dis aux jeunes de ne pas baisser les bras. Nous sommes certainement l'avenir de demain. Et c'est à nous de conduire notre pays. Mais en même temps, je ne saurais chuter sans pour autant être de cœur avec nos familles endeuillées à Kayeye. En tout cas, mes condoléances à ces familles. Et je demande en tout cas au gouvernement de la République de les enterrer dignement, non pas comme j'ai vu dans des fosses communes. Pendant que nous parlions de Yumbi hier, qu'il y a des gens qui étaient enterré sans dignité, et aujourd'hui on revient encore à enterrer une sacralité, parce que oui, la vie humaine est sacrée, mais le corps humain l'est aussi. C'est-à-dire que l'accompagnement jusqu'au dernier souffle de la vie doit se faire comme l'occidental le fait. Merci beaucoup, Président Otedi, d'avoir répondu à notre invitation, à toutes nos questions aussi. Merci beaucoup. Ça sera toujours un plaisir pour nous de vous recevoir. Madame, Messieurs, je rappelle que je recevais pour vous Monsieur Teddy Itao Kavoun. J'espère que je n'ai pas massacré votre nom. Il est président du mouvement citoyen ECOPAT, Éveil des consciences patriotiques. On a essayé de discuter avec lui sur pas mal de sujets que vous avez essayé de comprendre. Alors, ce sont des choses à prendre au sérieux. Vous avez une adresse, l'adresse de votre siège social, un numéro de téléphone? Oui, un numéro de téléphone, 00243 84 44 98 226. Répétez. 00243 84 44 98 226. L'adresse mail, c'est ecopat@gmail.com.
Voilà, ça y est, madame, monsieur, Ou n'hésitez encore pas de contacter le Teddy président Itao Kavoun. Il est toujours disponible à répondre à toutes vos préoccupations. Il est là pour l'éveil de conscience patriotique. Allez, je dis merci à toi, Esther Maya. Je dis merci à Eric. Merci beaucoup, Tati et Sacré. Je vous remercie, madame, messieurs. On va se retrouver prochainement pour notre numéro. À très bientôt. Bye bye.